C'est comme si dans ma vie de tous les jours, j'étais une extraterrestre. Et là, j'ai retrouvé des amis extraterrestres avec qui on parle le même langage. Et d'un coup, la pression s'efface, la charge mentale diminue, parce qu'on sait qu'autour de nous, il y a 15 personnes qui vivent la même chose et qui savent gérer s'il se passe quelque chose. Et on parle le même langage, quoi. On n'a pas à vulgariser, on n'a pas... Et c'est incroyable, ça a vraiment changé ma vie. Déséquilibre, ce sont des patients qui racontent des tranches de vie avec la maladie. Des pathologies au long cours qui touchent aujourd'hui 1 personne sur 3 en France. De l'annonce douloureuse au poids des traitements, de la charge mentale quotidienne au regard des autres, de la manière de concilier vie professionnelle et vie familiale, à travers leur voix transparaît une expérience unique de la maladie. Ce podcast vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Les récits que vous allez entendre ont été recueillis par notre équipe. Ils sont une ressource précieuse que nous destinons à tous les patients et à tous les aidants confrontés à la maladie chronique, mais aussi à tous les soignants qui les accompagnent. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Sophie, une jeune femme de 33 ans qui vit avec celui qu'elle appelle son colocataire, le diabète de type 1. Diagnostiquée pendant l'enfance, elle s'adapte petit à petit pour apprendre à vivre avec cette pathologie invisible mais contraignante qui représente pour elle une charge mentale au quotidien. Je vis avec un colocataire au sein de mon propre corps, un diabète de type 1 que j'ai eu à l'âge de 11 ans. C'est une maladie chronique dont on ne guérit pas encore parce qu'on n'a pas trouvé de remède et auto-immune. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans ? Donc, j'ai commencé à perdre énormément de poids, à me relever la nuit pour aller uriner, à boire beaucoup et à être attirée pour manger beaucoup de sucre aussi. Et ma maman s'inquiétait pas trop au début parce que j'étais déjà un peu ronde. Et au bout de quelques mois, elle s'est quand même inquiétée. Elle a profité d'un rendez-vous pour mes petites sœurs chez la pédiatre pour lui parler de mes symptômes. Et là, la pédiatre m'a fait faire un test sur une bandelette urinaire et a dit à ma maman, vous arrêtez tout ce que vous faites cet après-midi, vous l'amenez aux urgences pédiatriques. On s'est rendu à l'hôpital. Après, on était dans un bureau entouré de 2-3 médecins. Ils m'ont fait faire donc un dextro, donc ma prise de glycémie au bout du doigt avec la goutte de sang. Et je me rappelle qu'il y avait un petit compte à rebours. Et là, il y a un chiffre qui s'est affiché. Le médecin a dit une phrase dont je ne me rappelle plus, mais je sais que mon père, à ce moment-là, a quitté la pièce et ma mère a fondu en larmes. Et moi, je me suis mise à pleurer parce que j'ai vu ma maman pleurer. Voilà, je comprends que les médecins, c'est un peu le couperet qui tombe, c'est parce que ça a vraiment été le premier jour du reste de ma vie. Parce qu'en fait, je sais qu'à vie, je vais devoir vivre avec de l'insuline que mon corps ne produit plus. Et à l'hôpital, en fait, je suis restée 15 jours, le temps d'apprendre en fait ce qu'est le diabète de type 1, comment je gère mon diabète de type 1, apprendre à me faire les piqûres d'insuline aussi, quoi. Ça a été très très difficile. Pour moi d'apprendre à les faire. Et ça a été tellement difficile qu'en sortant de l'hôpital, je ne me les faisais plus, c'est mon père qui les faisait. Et donc, qu'est-ce que ça implique au quotidien ? Quand j'ai 11 ans, ça implique de faire des piqûres tous les jours. À l'époque, 2 piqûres par jour à heure fixe, dont une qui était à environ, je crois, 7 heures du matin. Et mes parents ont souvent dit c'est dommage parce que ça tombe sur la plus gourmande et la plus dormeuse de la famille qui doit se lever même le dimanche à 7 heures pour faire sa piqûre. Ça implique aussi de comprendre avec une nutritionniste les glucides que j'ingère au quotidien. Si je voulais une glace, il fallait que je la prenne à la fin d'un repas et jamais toute seule à 4 heures. Voilà, donc ça demandait de comprendre les chiffres. De la glycémie, donc en faisant les petites piqûres au bout du doigt pour sortir une goutte de sang. Et donc ça, par contre, c'était à faire autant de fois qu'on le sent par jour. En général, c'était 5-6 fois par jour qu'il fallait le faire pour vérifier où en était notre taux de sucre. C'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça, voilà, c'est dans la tête tout le temps.
toute la charge mentale que ça implique. Au début, c'est mes parents qui l'ont porté, en me rappelant de faire mes dextros, donc mes mesures de glycémie. C'est aussi mon père qui me faisait mes piqûres. Pour moi, ça reste un geste, encore maintenant, qui est assez violent, qui me demande de la concentration, du calme. Et donc, c'est mes parents vraiment qui vérifient un petit peu mes glycémies. Ça implique aussi chaque glycémie de la noter sur un carnet, noter les unités d'insuline qu'on se fait, à quelle heure on les fait, etc. Donc, c'est vraiment, il y a un tableau de bord quotidien à remplir. C'est compliqué à comprendre qu'on peut faire des malaises parce qu'on a trop de sucre et des malaises parce qu'on n'a pas assez de sucre et que dans les deux cas, on peut mourir, même si ça n'arrive pas tous les jours, loin de là. Mais l'hyperglycémie, clairement, j'ai une sensation de soif. Je suis fatiguée et facilement irritable. Et l'hypoglycémie, ça commence par un petit sentiment de panique intérieure. Parce que j'ai l'impression que j'ai une alarme qui s'allume dans la tête et une sirène qui me crie « Prends du sucre, tu vas mourir, tu vas mourir ». Vraiment, il y a ce sentiment de mort imminente à certaines hypos qui est vraiment incroyable et qui peut être vraiment dur à gérer et l'entourage ne comprend pas forcément. Je peux devenir blanche, je peux avoir des sueurs, je vais avoir du mal à parler. En fait, mon cerveau est tellement en panique qu'il ne peut plus se concentrer. Et moi, ça m'allait bien que mes parents portent cette charge mentale-là, car j'avais trop de colère à gérer. J'étais en colère de me rendre compte que j'étais différente des autres, de ne pas comprendre ce qui m'arrivait, de se dire comment je vais faire pour vivre toute ma vie avec ça, etc. Ensuite arrivent les années lycée. Et pour le lycée, je suis partie à l'internat. Donc ça a été difficile pour mes parents de ne plus pouvoir tout gérer. Ça a tellement été difficile pour eux de lâcher et de me laisser le contrôle sur les choses que il y a mon diabétologue de l'époque qui a fait en fait un rendez-vous spécial avec eux pour leur expliquer que voilà, il était temps de me laisser un peu plus de liberté et de responsabilité dans la prise en charge de mon diabète. Puis en même temps, ils n'avaient pas trop le choix parce que je partais vraiment à la semaine. Et donc, je découvre le lycée, l'année de seconde. Je suis toujours en colère par rapport à mon diabète. Donc, j'essaye de gérer comme je peux, mais tout en me disant que c'est un truc chiant. Donc, je fais vraiment le minimum syndical et ça va bien. Mais bon, clairement, si je suis honnête avec moi-même, j'étais une ado en colère qu'on avait marre de se piquer le bout du doigt et je faisais peu de dextro, vraiment. Je mentais à mon diabétologue tous les mois en remplissant le carnet la veille du rendez-vous. Sauf qu'à un moment donné, je tombe malade, 3-4 mois après mon entrée en seconde. Le lycée me renvoie chez mes parents et je faisais que de vomir, j'étais vraiment pas bien. Et là, je vais me coucher, je me réveille dans la nuit, je me sens prise dans un étau au niveau de la poitrine et du dos et vraiment impossible de respirer. Enfin, c'était assez violent. Du coup, je tombe par terre, je hurle pour appeler mes parents. Et là, mon père m'amène en plein milieu de la nuit à l'hôpital. Et là, en fait, je faisais une acidocétose, donc due à une absence en fait, d'insuline dans le corps pendant plusieurs heures. Et donc là, mon corps a commencé à produire de l'acétone pour éliminer ça avec les urines. Et clairement, il était -1. Quand on est arrivé aux urgences, le médecin a dit à mon père que voilà, il suffisait de 20 minutes de plus et c'était trop tard, quoi. Donc ça, c'était ma première année seconde. Ça m'a valu de redoubler. Et ensuite, j'ai compris quand même que ça pouvait être grave, qu'il y a quand même un risque de mort, quoi. Et j'ai commencé à faire un peu plus d'efforts. À ce moment-là, c'est rentré dans les gestes du quotidien, mais c'est pas parce que je le fais en mode automatique que c'est pas quelque chose de chiant et que c'est quelque chose que je prends du plaisir à faire ou que je vais faire sans y faire attention. Donc c'est quand même des contraintes quotidiennes que je gère tant bien que mal parce que je me suis très vite promis que le diabète m'empêcherait pas de faire ce que je veux dans la vie. Et donc j'ai quand même profité de mes années d'internat avec mes copines, de mes années au lycée, tout en étant une élève quand même assez sage. Mais j'ai réussi quand même à profiter malgré la maladie que je traîne avec moi tout le temps. Je suis diplômée du baccalauréat à la fin de mon lycée. Et cet été-là, j'ai quelque chose qui va changer ma vie de personne vivant avec un diabète de type 1.
J'ai mon diabétologue qui voyait que pour moi, c'était compliqué de le rendre compatible avec ma vie de tous les jours, même si je le fais tant bien que mal et je veux pas que ça transparaisse, mais ça reste une grosse charge mentale. Et en fait, il me propose de changer de traitement et donc de passer sous pompe à insuline. Et l'été 2009, je vais donc être hospitalisée pendant quelques jours pour passer sous pompe. Moi, ça m'a changé la vie. En plus de ça, le geste de changer de cathéter est pour moi beaucoup moins violent, et encore à l'heure actuelle, c'est encore le cas. C'est beaucoup moins violent parce que je vois pas l'aiguille rentrer, puis je change mon cathéter qu'une fois tous les 3 jours. Et donc, entre une fois tous les 3 jours et 4 à 5 à 6 piqûres par jour, moi, ça m'a vraiment changé la vie. Après, c'est un choix très personnel. Il y a du positif et du négatif dans les deux sortes de traitements, on va dire. Ensuite, après le lycée, donc, je suis partie en études et j'ai eu la chance de pouvoir trouver le métier qui me plaît actuellement puisque je travaille dans la communication. Donc, j'ai réalisé un bac+5 en communication. Et à cette époque-là, le diabète, c'était mon fardeau. Tout le monde était au courant autour de moi, mais je ne parlais pas des difficultés quotidiennes que j'avais à gérer tout ça. Et puis, j'ai voulu tester un capteur de glycémie et c'est censé rester 14 jours sur ma peau. Au bout de même pas 6 heures, ça me brûlait déjà et en fait, au bout de 12 heures, j'avais des cloques de brûlure et le capteur partait avec la peau, quoi. Et je me suis sentie extrêmement seule parce que j'avais misé beaucoup d'espoir dans ce nouvel appareil-là pour me remotiver dans la prise en charge du diabète, dans redevenir un petit peu plus sérieuse, etc. Et à un moment donné, donc je réessaye, j'ai des astuces, je teste des pansements pour ampoules. Et à un moment donné, je me scanne et en fait, le lecteur me dit que je suis en hypoglycémie. Donc je prends un peu de sucre et ça me redit encore que je suis en hypoglycémie, etc. Et en fait, dans la journée, après vraiment être pas bien, fatiguée, avoir des nausées, etc., je vais faire un dextro capillaire, donc avec la petite goutte de sang au bout du doigt. Et là, en fait, ça m'indique que je suis en début d'acidocétose. Et là, je me sens complètement dévastée parce que ce produit dans lequel j'avais mis plein d'espoir fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Pourquoi ça me brûle moi et pas les autres? Pourquoi ça m'indique de fausses informations et pas aux autres? Je pleure pas souvent à cause de mon diabète. Mais là, vraiment, c'était la goutte de trop. Donc, je m'éloigne un petit peu de la soirée où j'étais pour aller pleurer et lâcher un peu toutes les émotions. Et là, j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Ça va, arrête de pleurer, t'as pas un cancer. » Et là, je suis tombée de 1000 étages et je me suis dit « Alors, comment des personnes que je vois régulièrement peuvent réussir à penser ça ?» Et là, je me suis remise en question. Je me suis dit « Bon, c'est peut-être à force de garder ça pour moi que j'ai laissé croire aux gens que c'était facile et que maintenant ils croient que c'est facile. » Donc j'ai commencé à en parler à mes amis, à ma famille et à vraiment reprendre toutes les bases et à commenter tout ce que je faisais dans la journée. Tu vois, là je suis en hypoglycémie, donc je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là je vais hacker mon cerveau parce que mon cerveau a besoin de manger, de croquer des choses. Donc je vais manger des noix, mais pour lui apporter du sucre, je vais boire une petite canette de coca. Donc j'ai commencé à en parler comme ça. J'ai commencé à intervenir dans des cours d'éducation thérapeutique à la fac de médecine et dans des formations de soignants pour expliquer ce que c'est de vivre avec une maladie chronique et notamment le diabète de type 1. Et je me suis rendu compte du bien que ça fait d'en parler et de se sentir, on va dire, à peu près comprise parce que bien sûr qu'une personne non diabétique de type 1 ne pourra jamais parler le même langage que moi et comprendre autant qu'une autre personne diabétique de type 1. Le diabète est une maladie invisible aux yeux des autres, c'est-à-dire que quand je suis face à des personnes, ils peuvent pas deviner que je suis diabétique parce qu'en général ma pompe est un peu cachée ou dans ma poche. Mon capteur, si j'ai un pull avec des manches, on ne le voit pas.
Et c'est assez injuste d'un côté parce que comme c'est invisible, les personnes se disent que bon, ça n'existe pas vraiment ou c'est pas très prenant. Sauf qu'en fait, si, et c'est aussi une maladie sournoise et silencieuse, car en fait, mes glycémies de maintenant vont décider un peu des complications que j'aurai dans 10 ou 15 ans. Et quand on est petit, c'est dur de se représenter ce que ça veut dire avoir une maladie à vie ou de se dire les actions que j'ai maintenant, elles auront un impact dans 15 ans. Donc c'est une charge mentale qui ne nous quitte pas. Pour moi, c'est comme un travail dans lequel on bosse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et on n'est pas payé et on n'a pas de vacances. Donc dans ma vie de tous les jours, j'ai 2 travails, quoi. Et en plus de ça, s'il n'y a que les glucides que j'ingérais qui faisaient varier ma glycémie, je serais en vacances. Vraiment, je vous jure que je serais en vacances. Donc oui, il y a toutes les émotions qui peuvent faire varier la glycémie. Ça dépend pas forcément de l'intensité de l'émotion. Ça peut dépendre de certains moments dans la vie. Ça va être telle émotion qui va me faire être en hyper ou en hypo. D'autres moments, ce sera l'inverse. Moi, j'ai un truc tous les vendredis. Quand je finis le boulot, je vais chez un copain pour le goûter parce que je fais une hypo systématiquement tous les vendredis quand je finis le travail. Et c'est vraiment l'hypo, j'appelle ça l'hypo week-end. Donc du coup, maintenant, j'en rigole et je vais chez mon ami, on se fait un petit 4 heures et c'est sympa. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est parce que je lâche le stress de toute la semaine. Et en fait, je lâche tellement que même ma glycémie s'en ressent et lâche la tension. Le diabète de type 1 est une maladie qui souffre d'énormément de préjugés qui sont très, très ancrés dans la tête des gens. Par exemple, le préjugé de faut faire du sport et un régime et tu guériras. Alors ça, c'est très drôle parce que j'ai toujours l'impression qu'on veut m'apprendre en fait à gérer ma maladie. Sauf que si c'était si simple, je pense que tout le monde l'aurait déjà fait et ce serait cool. Le préjugé de t'as mangé trop de sucre aussi est tellement présent alors que ça n'est pas le cas. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire une hypo au travail. Et donc, je fais mon hypo, je me resucre, je mange un peu de sucre, etc. Et là, j'ai un collègue qui arrive dans le bureau puis qui me dit « Ah bah ça m'étonne pas que t'es diabétique vu tout le sucre que tu manges. » Et du coup, là, c'est vraiment... ces moments-là, déjà, quand je suis en hypo, c'est pas sympa, c'est compliqué à gérer en étant au travail, etc. Et quand j'ai encore une réflexion comme ça, c'est quelque chose, une charge mentale en plus dont on n'a vraiment pas besoin au quotidien. La charge mentale dans la gestion d'un diabète de type 1, c'est aussi gérer les dispositifs qu'on a au niveau du traitement. Donc déjà, la gestion de stock. Et c'est aussi faire avec ces dispositifs qui ont leur manière de fonctionner. Mais en gros, mon capteur de glycémie que j'ai sur le bras, il dure 14 jours. Donc en général, je le mets 14 jours sur un bras et puis j'alterne 14 jours sur l'autre bras. C'est instinctif, quand j'ai mon capteur d'un côté, je vais passer les portes un peu plus proches de l'encadrement du côté où il n'y a pas le capteur. Et en fait, le temps de s'habituer, ça m'est déjà arrivé de taper l'encadrement de porte avec le mauvais côté où il y a le capteur qui s'enlève, et du coup, là, on n'a plus de capteur, donc on est obligé d'appeler le laboratoire pour qu'il nous renvoie un capteur, etc., etc. Comme ça marche avec de la colle, l'été, ça se décolle assez facilement. Mais ça veut dire que quand je pars en vacances ou dans un endroit où il fait chaud, il faut que j'ai des capteurs d'avance parce qu'il va faire chaud, donc je vais transpirer, donc j'ai des chances que le capteur parte. Et j'ai aussi sur moi un cathéter sur lequel est branchée la tubulure qui est reliée à ma pompe. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai un jean qui tire beaucoup sur mon cathéter. Il y a risque que mon cathéter s'arrache. Et si j'ai plus de cathéter, j'ai plus d'insuline. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois prête à pouvoir changer de cathéter. Donc rentrer chez moi très rapidement. Ou alors au travail, j'ai une pochette avec de quoi changer 2 fois mon cathéter pour s'il y a un problème. Au niveau de la pompe, la plupart du temps, je la porte dans ma poche de jean ou alors je l'accroche à la ceinture quand j'ai un pantalon ou une jupe.
Mais en été, quand je veux mettre des robes et qu'il fait super chaud, il faut que je trouve un endroit qui va pouvoir supporter le poids de ma pompe, qui va me laisser un peu aussi de marge sur la tubulure pour être assez libre de mes mouvements. Et du coup, quand je mets des robes, souvent, je l'accroche à ma culotte. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette une culotte qui soit assez serrée et qui puisse supporter le poids de ma pompe. Ou alors, je la mets dans mon soutien-gorge, mais tout en sachant que je vais transpirer, c'est pas ouf. Et du coup, en fonction de ce que je vais faire, si je veux aller faire, je sais pas, du yoga et que je vais devoir vraiment bouger, m'étirer, etc., ça va pas être l'endroit idéal. Donc, je dois aussi tous les jours penser à ces choses-là, comment je vais m'habiller et où est-ce que je vais pouvoir mettre ma pompe. En 2019, je me dis enfin, de moi-même, je vais peut-être aller rencontrer d'autres personnes diabétiques de type 1. Parce que mes parents, au début de mon diagnostic, ont fait quelques sorties avec une association. Pour moi, ça a été un enfer, parce que je voulais pas qu'on me colle cette étiquette de diabétique. Et là, donc en 2019, j'ai enfin pris la décision de faire ça. Et on m'aurait dit la veille ce que j'allais vivre, je l'aurais jamais cru. Mais en fait, c'est comme si dans ma vie de tous les jours, j'étais une extraterrestre. Et là, j'ai retrouvé des amis extraterrestres avec qui on parle le même langage. Et d'un coup, la pression s'efface, la charge mentale diminue, parce qu'on sait qu'autour de nous, il y a 15 personnes qui vivent la même chose et qui savent gérer s'il se passe quelque chose. Et on parle le même langage, quoi. On n'a pas à vulgariser, on n'a pas... Et c'est incroyable, ça a vraiment changé ma vie. Et 2 semaines après ça, j'ai décidé d'ouvrir un compte Instagram où je fais des mèmes, donc des contenus humoristiques sur le diabète de type 1 et la vie avec ce super colocataire. Le compte Insta s'appelle diabètememe.fr et j'ai pour projet aussi cette année de sortir un blog pour parler en fait un petit peu de toutes mes expérimentations, et surtout aider les gens. Et j'ai l'impression que de faire ça, ça m'aide à transformer tous ces trucs chiants que j'ai vécus en quelque chose de beau, en fait. Et la relation que j'entretiens aujourd'hui avec mon diabète et ces 22 années d'expérience et de cohabitation dans le même corps, c'est que c'est un colocataire un peu relou, mais si on l'embête pas trop, il peut ne pas trop nous embêter. On va dire ça comme ça. Ce que ça m'a vraiment appris aussi, c'est à écouter mon corps et toutes les sensations dans mon corps. Et la gestion avec mon diabète, depuis 3 ans, j'ai dû lâcher prise sur pas mal de choses. Et donc, j'ai dû lâcher prise sur toute la pression que je me mettais par rapport à la gestion du diabète. Et mon diabète adore. J'ai des résultats super. Si je connaissais la formule magique, je la partagerais avec tout le monde. Mais en tout cas, je touche du bois en ce moment. Globalement, mon diabète est cool avec moi. Ça me demande quand même d'anticiper toutes les activités que je vais faire au quotidien, etc. Mais il y a vraiment un enjeu d'apprendre à lâcher prise et à se dire il y a des choses qui se passent et on ne sait pas pourquoi. Et de se dire aussi, des fois, je suis en hyper, mais c'est pas grave. Et elle finira bien par descendre. Et des fois, il faut se lâcher la grappe pour pas péter les plombs et pas faire un burn-out. Parce que les burn-out de la gestion du diabète, ça existe. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que si j'en suis arrivée là dans la manière de gérer mon diabète, c'est aussi que j'ai la chance d'être suivie par une diabétologue en or qui m'a appris à avoir confiance en moi et assez confiance pour m'intéresser à la maladie, à ce qu'elle faisait sur mon corps, à comment ça fonctionne et à pouvoir prendre des décisions moi-même. Et vraiment, elle m'a accompagnée pour que je m'envole mieux tout seul après. Et j'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Vous venez d'entendre le témoignage de Sophie, qui vous a raconté son histoire, son quotidien avec la maladie et la charge mentale qu'elle représente pour elle. Déséquilibre vous est présenté par l'Unité transversale pour l'éducation du patient du CHU de Besançon, en partenariat avec France Asso Santé Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette série, disponible sur toutes les plateformes,
vous pourrez écouter d'autres récits de personnes touchées par la maladie chronique.